Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Je retourne cette vidéo pour la deuxième fois, comme on dit dans le jargon youtubistique, c'est la base. J'ai tourné hier soir, alors que j'étais en vrai pas très motivé parce que j'étais fatigué, mais il fallait que ça sorte ce soir. En tout cas, je voulais que ça sorte ce soir, et le son a crapoté de fou. Donc, on va recommencer. Vous l'avez vu en titre, on va parler de mes attentes du Festival international des Jeux de Cannes 2025. Alors finalement, on n'est plus à un jour près parce que tout le monde a déjà sorti ses vidéos depuis 2 semaines. Nous, on a pris notre temps, il y avait le planning des sorties solo à faire avant. Donc, on va discuter des 10 jeux qui m'ont le plus hypé dans un classement subjectivo-conresque, puisque finalement, pourquoi le premier, le dixième et le dixième, les arguments sont plus ou moins valables. Le but, c'est de parler de ces 10 jeux. Bien sûr, comme je n'ai pas préparé mon travail hier et que je ne l'ai pas préparé non plus, je ne sais pas exactement quand sortent ces jeux. Je n'ai pas non plus pris de photos au Festival de Cannes en me disant « Ouais, sur le BGG, il y en aura plein ». Il y a des jeux où finalement, il y a très peu de photos ou des photos de mauvaise qualité que j'ai trouvées sur Internet, donc on fait comme on peut, désolé. De toute façon, ici, c'est pas la chaîne de la qualité. Si vous voulez de la qualité, allez sur Jeux en carton. Donc vous le savez, chaîne oblige, la petite particularité de cette vidéo, c'est qu'on va parler de jeux uniquement jouables en solo, enfin en tout cas pas uniquement jouables en solo, mais uniquement de jeux qui vont jouer en solo. En vrai, on va tricher, il y aura des mentions spéciales en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller voir le timer pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Et puis on va commencer avec la 10e position. J'allais dire Horizon Zero Dawn, mais pas du tout. Imperium Horizon. Alors à dire vrai, je suis tombé totalement sur le cul quand j'ai vu ça sur le stand d'Origame. Une grosse boîte avec écrit Imperium. Je me suis dit nonchalamment, ah bah c'est une big box pour ranger les 2 premières boîtes qui sont sorties maintenant il y a une paire d'années. Et en fait, pas du tout. C'est une nouvelle boîte Imperium, mais du coup gros format avec finalement 15 nouvelles factions, 15 nouveaux gameplays différents. Et déjà, la boîte, elle a de la gueule, le jeu est plutôt cool. Et pourquoi il est en 10e position et pas plus haut que sais-je? En fait, je sais vraiment assez peu comment ça je joue. C'est juste que quand j'ai commencé à jouer en jeu solo, j'ai commencé à taper top 10 jeux solo, j'ai regardé un petit peu, je suis allé sur des forums patati patata, et Imperium était souvent mis en avant. Donc les 2 boîtes, Imperium classique et Imperium légende, sauf que c'était des parties qui étaient annoncées souvent de 1h30, 2h, et en vrai, c'est vrai, j'avais regardé le début d'une partie de Vincent, de la chaîne Vincent et Mister Lou, et je crois que sa vidéo durait 2h30, et clairement, à cette époque-là, j'étais pas prêt pour me lancer dans des parties aussi longues. Bon, on sait que Vincent, patati patata, il parle beaucoup quand il joue, mais ça m'a découragé. En plus, certains disaient que le jeu était très dur, non pas forcément dans le sens des règles, mais que c'était très dur de gagner, qu'il fallait maîtriser le jeu sur le bout des doigts. Et je me suis dit, si je dois passer 2 heures sur un jeu pour perdre comme une vieille crotte et que je vais devoir passer 150 parties pour apprendre à jouer, non, on mettra de côté, mais en vrai, c'est toujours resté un petit peu derrière ma tête parce que c'est plus ou moins du deck building, c'est de la gestion de main, c'est des manières asymétriques de jouer, le design est franchement top, je trouve ça très joli, et c'est toujours un truc qui m'est resté derrière la tête. Il faudra que je m'y mette un jour, mais j'ai 3000 jeux à jouer, c'est faux évidemment, mais j'en ai beaucoup trop encore en réserve, mais du coup, là, ça sera la bonne occasion, une belle boîte, 15 nouvelles factions, etc. Ça me donne très envie. Et en 9e position, pourquoi en 9e position? Parce qu'il s'appelle Tales. Ouais. Il est au pluriel, of 9, les comptes des 9, donc 9, 9e position, ça tombe très bien, c'est un jeu qui se joue avec 9 cartes, en même temps ils sont pas cons, ils ont réfléchi à leur titre. Là j'ai fait la version démo sur le salon, je me suis posé, c'est un jeu uniquement solo, je me suis posé sur ma petite table et j'ai fait mon petit truc. C'est finalement une sorte de taquin, en tout cas ça va utiliser un peu cette mécanique, on va avoir une sorte de donjon à venir explorer, le but c'est d'aller parcourir suffisamment de salles pour arriver jusqu'à trouver la clé, puis ouvrir la porte qui nous permettra de sortir. Vous avez des decks de cartes qui sont finalement d'abord les cartes A puis les cartes B, bref c'est mélangé etc, histoire de ne pas tomber sur la sortie dès la première carte, et donc vous avez votre petit tableau de 9 cartes avec votre héros, ça peut être des ennemis, les autres cartes, ça peut être un coffre, ça peut être des objets, et vous allez vous déplacer vers une carte, manière taquin. Quand vous vous déplacez dessus, vous récupérez cette carte, si c'est un objet, vous la mettez dans votre sac, si c'est un combat, vous combattez. Pour combattre, il faut dépenser un certain nombre de points de force, de points d'épée, et ça, c'est pas illimité, c'est vous avez pour toute la partie un certain nombre de points d'épée, de points de force, donc vous ne pourrez pas faire tous les combats du monde, sinon vous allez perdre de la vie, etc. Une fois que c'est fait, forcément il y a des trous dans le taquin, vous déplacez les ennemis pour qu'ils viennent vers vous et vous remplacez avec une nouvelle carte. Et donc petit à petit, tac, 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 vous allez vous déplacer pour essayer de vaincre ces différents obstacles, vous stuffez, etc. jusqu'à arriver à la fin du donjon. C'était assez simple, la mécanique
était rigolote, la profondeur du gameplay du scénario n'était pas folle. J'attends de voir ce qui va être proposé. Alors ça va être des petites boîtes je crois avec 3 scénarios dedans pour 12-15 €, et je crois qu'ils ont prévu finalement plusieurs boîtes différentes. Un petit casse-tête, un petit truc qui va nous prendre a priori je pense 1 heure, 1 heure et demie à parcourir. Ça n'a pas l'air d'être le jeu de l'année, mais j'ai bien aimé la petite mécanique, j'ai trouvé ça plaisant. J'ai passé plutôt un bon moment, donc je suis pressé de voir ce que ça va donner. Et ça a priori c'est prévu pour septembre, un truc comme ça. En 8e position, il est là, et là, amélioration par rapport à la vidéo d'hier. Hier je ne l'avais pas sorti parce que j'avais la flemme de lever mon cul. Là, il est là. Donc finalement, vous avez la version 2.0, la version améliorée de ce top fiche 2025. Il s'agit de Ravel. Ravel, c'est le nouveau jeu de la nouvelle gamme de chez Impatience, donc Exit, l'univers, etc. Alors il reste encore Ultimion, mais qui sortira pas cette année, mais en 2026 a priori. Et du coup, ils ont prévu de faire une nouvelle gamme qui s'appelle les Min Imp, pour les mini impatients. Vous voyez que c'est plus petit qu'une boîte normale, ça va coûter je sais plus 12 ou 15 €. Il y en a 2 qui sortent là au mois d'avril et 2 qui sortiront en fin d'année. Ce sont des jeux qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, à part la taille de la boîte. Et quand j'ai vu ça, que je me suis dit que ça va être la nouveauté de chez Impatience, je me suis dit, oh, je vais devoir sourire pour faire semblant que ça a l'air cool, mais en fait ça va être super chiant parce que c'est un simple jeu, un simple casse-tête où vous avez des dés qui sont répartis au niveau d'une petite tuile. Dans cette tuile-là, et vous avez une carte de chaque côté qui va vous dire, bah, peut-être cette carte-là, il faut qu'il y ait 2 dés bleus. Cette carte-là, il faut que les 3 dés aient la même valeur. Cette carte-là, il faut que, je sais pas, 2 dés blancs égale le dé rouge. Et vous avez 8 points d'action, je crois, pour toute la partie. 1 point d'action, vous inversez, vous changez 2 dés qui sont adjacents. 2 points d'action, vous changez la valeur d'un dé. Et je me suis dit, ça va être nul à chier. Et là où c'est ultra malin, c'est que quand vous faites une action, que vous avez validé une carte, vous n'êtes pas obligé de la valider tout de suite, vous avez pour chaque carte, vous avez une pile de 4, donc vous avez 16 objectifs à faire pour valider la partie. Vous avez gagné quand vous avez fait vos 16 objectifs. Mais quand vous validez ça, si vous décidez de dire, ok, je valide l'objectif parce que là les critères sont validés, vous avez un bonus. Ce bonus, ça va être peut-être de changer la valeur d'un dé. Hop, ça tombe bien parce que cette valeur-là, si vous la changez, vous faisiez ce bonus. Vous faisiez cette carte-là. Cette carte-là, ça veut dire, bah, si vous l'avez réussi, vous pouvez inverser de place 2 cartes. Et bah, ça tombe bien parce que cette carte-là, si je la mets là, elle me dit d'avoir 2 dés bleus. Et ici, j'avais 2 dés bleus. Et donc finalement, ça va être le but va être de faire le plus long combo possible pour réussir, en utilisant le moins de points d'action, d'enchaîner les objectifs. C'est très malin. Finalement, on va souvent perdre à pas grand chose. Il y a 16 cartes de base et on va pouvoir augmenter petit à petit la difficulté en rajoutant des cartes avec des objectifs un peu plus compliqués. Ça reste un petit jeu de casse-tête, un petit puzzle game, il faut aimer ça, hein. Mais en vrai ça marche très bien, ça prend très peu de place, ça va coûter 12 €, ça m'a vraiment convaincu. J'étais content de repartir avec, j'ai pu faire pas mal de soirées le soir dans mon Airbnb. Franchement, j'ai trouvé ça très malin. Généralement les jeux de casse-tête c'est un peu chiant, on aime se creuser la tête, mais voilà, bah là il y a cette petite mécanique de combo qu'on voit assez rarement et qui donne un petit effet de ping-pong qui est franchement très bien, très malin, donc ça je suis content. Je vous en ferai une vidéo, ça sort au mois d'avril, donc vous l'aurez dans le mois qui vient. En 7e position, un jeu dont je vais vous parler très mal, non pas parce que je vais vous en parler en utilisant des gros mots, mais parce que j'ai quasiment pas retenu ce que c'était. Pourtant c'est un jeu que je suis, avec des gros guillemets, depuis plusieurs mois. C'est État d'âme, ouais c'est ça. État d'âme, c'est un jeu dans lequel on va être dans un univers de Moyen-Âge ou avec ces médecins qui sont désormais globalement des charlatans, hein, qui parlaient de l'humeur, de la bile, etc. pour soigner les patients, hein, qui avaient 4 humeurs, parce que le nom en anglais c'est 4 humors, qui parcouraient le corps et qui déclenchaient les maladies, etc. Et donc on est dans cet univers avec des cartes qui vont donner une image comme si on est sur des icônes protestantes, etc. Enfin ces représentations du Moyen-Âge, où c'est des dessins toujours un peu de profil avec des visages un peu mal faits, entre guillemets, mais enfin, ça a ce style, mais tout en donnant un petit coup de peps, un petit coup comics. On a des aplats de couleurs, mais les dessins font pas trop vieillot. Pourtant, on est sur une représentation vieillotte et il y a toujours un petit peu de quelques petits gags. C'est un peu loufoque au niveau des images. Il se passe des trucs un peu invraisemblables. C'est surtout ça qui m'avait marqué quand j'ai découvert ce jeu il y a quelques mois et simplement suivant les pages Ludum. Hein, et à chaque fois il est reporté. Donc là, a priori, il sortira cette année parce qu'il était présenté. C'est un jeu normalement de majorité et de bluff, mais qui se joue en solo avec la variante avancée. Je ne sais vraiment, on m'a expliqué, Tatiana Doriens me l'a expliqué, mais en vrai, j'ai vu tellement de jeux, etc., que j'ai absolument pas retenu, mais parce que je regardais surtout, je bloquais sur ces images, sur ces illustrations, ça donne quelque chose de vraiment très joli. Je ne sais pas si ce sera un bon jeu ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le jeu est sorti il y a quelques années aux États-Unis et sur BGG, la note est quand même franchement dégueulasse. Je crois que c'est 6,3 ou un truc comme ça, ce qui donne
un avis plutôt mitigé sur le jeu, mais je ne sais pas s'il a été retravaillé ou quoi que ce soit, mais les illustrations, moi clairement, ça me donne envie d'essayer. Donc ça, c'est un jeu que j'attends cette année. Pourquoi il est en 7ème position alors que je ne connais rien du gameplay? Et bah, je vous avais dit que ce top, c'était un petit peu de la merde. Comme le 6ème, qui est en 6ème position, alors qu'il pourrait être très très haut, parce que je suis très pressé d'y jouer, et ben tout simplement parce qu'il sort à la fin du mois. Il sort le 31 mars, et si je dis pas de bêtises, c'est mon suivi de colis, etc. Je devrais le recevoir demain. Donc est-ce que je peux mettre top 1 un jeu de la hype pour un jeu que j'ai demain? Bah non, soyons un petit peu honnêtes. Il s'agit d'Ironwood. Ironwood qui est un jeu qui sort chez Super Meeple, qui est un jeu Mindclash, un jeu qui est un jeu de duel. 1 à 2 joueurs, moi j'ai joué à 2 joueurs contre Nils, des jeux en carton, je l'ai battu, hein, forcément, hein, vous connaissez le talent quand on joue en solo, on a l'habitude de jouer contre des automates, contre des vrais robots, donc on est un peu la race supérieure, quand on joue contre des vrais humains, finger in the nose, c'est tout facile de les battre, mais en vrai j'ai trouvé ça excellent. Ironwood, on va avoir le clan Ironclad, le clan du fer qui va se battre contre le peuple des bois, Wood, et chacun est représenté par du matériel de sa race, c'est-à-dire que le bois va jouer avec du bois et le clan Iron va jouer avec du matériel en métal, hein, et chacun va avoir un gameplay asymétrique et sa manière de jouer, sa manière de gagner différemment. Pourtant, le gameplay est le même, c'est très très simple en plus à jouer, c'est pas un Mindclash comme on le connaît, c'est un Mindclash très accessible. À chaque manche, on va jouer 3 cartes, moi une, puis lui, puis moi, puis lui, etc. Et tout simplement sur cette carte, on va faire ce qui est écrit. C'est écrit, vous avancez 3 bonhommes, et vous piochez une carte, bah vous déplacez 3 bonhommes et vous piochez une carte. Il n'y a quasiment pas plus de règles que ça. En plus, les cartes, je vous dis pas, sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment le côté artistique. Je n'ai aucune foutue idée de qui fait ça, mais il le fait très bien, donc chapeau monsieur. Et pourquoi je vous dis qu'on va jouer différemment, c'est pas le gameplay, c'est la condition de victoire. Le bois, que je connais un peu plus parce que c'est celui que j'ai utilisé, va être assez rapide, va faire pas mal de déplacements, etc. Va être assez peu puissant au niveau de la force militaire, parce qu'il y aura pas mal de confrontations, et le but c'est de vaincre une petite forteresse ennemie, faire pop un totem, et prendre ce totem et se carapater pour sortir du plateau. Sauf que ce totem-là, vous avez que 2 manches pour réussir à le sortir, parce qu'il va perdre en puissance, il va se retourner à la 2e manche et disparaître à la 3e manche, donc il va falloir être rapide. Vous allez souvent avoir des occasions, mais vous allez être assez fragile, vous allez souvent être un petit peu entouré d'ennemis, et vous allez vous faire dézinguer, donc il va falloir préparer son tour pour qu'au moment où on fait pop le totem, on arrive à sortir en moins de temps possible. L'autre côté, le fer va être assez puissant. Il va avoir une manière de gagner assez longue parce qu'il va devoir forer les montagnes pour récupérer des minerais, pour aller les rapporter à sa forteresse, pour avoir assez d'argent pour créer des usines et les construire. Ça va prendre du temps et surtout il y aura beaucoup de ces tours qui vont être accaparés par aller tuer les indigènes, hein. Donc aller tuer le peuple du bois qui veut se carapater avec le totem. Donc finalement, vous, en tant que bois, vous avez l'impression d'à chaque tour essayer et de galérer, de vous faire tuer, etc., de ne pas réussir à sortir votre totem, et pendant ce temps-là, lui, il est bien obligé de se défendre, il ne peut pas faire son truc. Donc il va y avoir une double vitesse, etc. C'est assez intéressant. Je n'ai aucune idée de comment ça marche en solo. Je pense que l'automa va être relou, avec des priorités. J'ai très très peur de ce que ça va donner, et du coup j'ai très très hâte de l'essayer en solo, mais franchement en duel ça marche très bien. Et s'il faut vraiment jouer avec quelqu'un de votre niveau, parce que si vous savez ce qu'il y a dans votre deck, comment vous jouez, et ce que l'autre a dans son deck, est-ce qu'il peut vous contrer ou pas, clairement il va y avoir une vraie différence de niveau, c'est un jeu, il faut s'améliorer ensemble, mais franchement ça marche très très bien. Et du coup, il y a un autre jeu qui était clairement dans mes attentes, mais pour la même raison qu'Ironwood, je ne peux pas le mettre dans ce top parce qu'il est sorti là aujourd'hui, ce vendredi 14, le moment où je retourne cette vidéo, donc je peux pas encore une fois mettre un jeu de la hype pour un jeu qui est déjà sorti, parce que bouge tes fesses, va dans ton magasin et va l'acheter, même si je crois qu'il y a des ruptures de stock, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué de se le procurer que prévu, mais il s'agit de One Truth Creatures, également sorti chez Super Meeple, hein. Ils sortent 2 gros jeux, de grosses attentes, de gros jeux, non pas en termes de difficulté, mais en termes de mon salaud, ils vont faire de la thune avec, sur le même mois. Je sais pas si le planning est bon, mais en tout cas, One Truth Creatures, c'est quasiment sold out un peu partout, donc pourquoi pas. C'est un jeu de gestion de main, et finalement de combo qui est assez accessible, mais pas mal de profondeur pour bien gérer ses mains. Il n'est pas dans ce top, alors que je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé? Oui, je vous en ai parlé dans les sorties solo. Il n'y est pas parce qu'il sort là, donc bien sûr qu'on va en parler sur la chaîne très prochainement, il n'est pas dans ce top. Allez, on va arriver sur la deuxième moitié. Ceux qui sont un peu plus hauts que les autres, pourquoi? Probablement parce que déjà je sais un peu plus vous en parler, j'aurai un peu moins l'air d'un blaireau, parce que si je vous dis que le top 1 c'est un jeu que je sais juste que les dessins sont beaux, ça fait pas très professionnel. En 5e position, c'est pour moi la grosse sortie
de Lucky Duck Games, celle qui va être à mon avis rapidement en rupture. Non, ce n'est pas Utan, bien sûr que non, il s'agit d'Andromeda's Edge. Préparez-vous à acheter des tables comme celle-ci, parce que, enfin en tout cas pour la taille, hein, parce que ça prend énormément de place. Le jeu est magnifique. Alors, je crois que la version qui était à Cannes, c'était la version Deluxe. Je ne suis pas sûr que cette version Deluxe soit dans le commerce, je pense que c'est une version retail. Et clairement, je ne sais pas s'il y aura un pack Deluxe ou quoi, mais s'il y a, je l'achète, parce que le matériel est quand même magnifique. Alors le plateau, bam, il est gros comme ça. Il est gros comme ma table. Vous aviez pensé à quoi? On se calme, hein, parce qu'une fois on m'a dit oui, t'es trop vulgaire, faut arrêter. Donc j'arrête. C'est vous qui avez des mauvaises intentions. C'est Dwellings of Eldervale 2.0. C'est la cause de l'échec cuisant du Kickstarter, enfin du Game on Tabletop de Dwellings of Eldervale, parce que c'est une version améliorée, remise au goût du jour, pimpée, qui sort avant finalement le financement participatif. On vous fait financer un truc en fin d'année qui sortira dans un an, alors qu'entre-temps il y aura la meilleure version. Forcément ça coince. C'est un jeu de pose d'ouvrier. Vous allez poser vos vaisseaux sur cette galaxie, et quand vous posez, pose d'ouvrier, vous faites ce que vous avez à faire, quoi. Prochain tour, vous posez un autre vaisseau, sauf que forcément vous êtes une flotte, vous développez votre civilisation, vous n'allez pas vous téléporter, vous pouvez vous mettre qu'à une certaine distance en fonction de la capacité de déplacement, de portée du vaisseau, et ça va être un jeu où il va y avoir de la bagarre. C'est pas une pose d'ouvrier, oh j'ai pris la place, tu peux pas venir, oups, non, t'y es, je m'en bats les couilles, je vais venir, je vais me poser, je vais faire ce que j'ai à faire, et après je te démonte ta race. Et du coup il va y avoir vraiment beaucoup de confrontations, on va pouvoir aller casser les vaisseaux des autres, les combats ça va se jouer avec des dés, plus on va lancer, mais on va pouvoir modifier ça parce qu'en fonction des vaisseaux qu'on va avoir, on n'aura pas le même nombre de dés. Forcément, plus on a de dés, plus on a de chances de gagner. On peut rameuter les vaisseaux qui sont autour. Quelqu'un qui n'était pas dans la bagarre, il peut dire moi je viens, je suis à côté, allez, je me fais plaisir. Et du coup, on va tous lancer nos dés et c'est celui qui a la plus grosse valeur qui gagne. Mais si le mec a un seul dé qui fait 6 et que vous avez 6 dés, vous faites 5, 5, 5, 5, 5, la plus grosse valeur c'est un 6. On prend à chaque fois un seul dé. Si vous êtes deux à avoir des 6, vous regardez votre deuxième plus grande valeur, etc. Donc finalement, même le mec qui a qu'un seul vaisseau, il peut quand même réussir sur un coup du destin à s'en sortir. Pourtant, c'est pas du tout un jeu avec tant d'aléas que ça. Vous avez quand même pas mal de gestion, de ressources, etc. Vous avez vraiment un vrai placement d'ouvriers, mais avec un côté, il y a des événements qui vont apparaître, il va y avoir du coup ce côté un peu combat, un peu interaction, on est vraiment dans un univers galactique, intergalactique. Je trouve que c'est du jeu de cube en bois, suffisamment bien travaillé, suffisamment bien thématisé, pour qu'on n'ait pas l'impression de faire ce genre d'Eurogame, alors que finalement c'en est un. Donc ça, c'est un jeu qui va coûter cher. Pour jouer en solo, il va falloir acheter en plus l'extension. C'est un jeu qui en jette, et clairement, s'il y a de la deluxification achetable en VF, je vais l'acheter, parce que la partie Deluxe, elle est franchement magnifique. Quatrième position, pourquoi? Déjà, je vais vous dire son nom, c'est Kinfire. Kinfire, en vrai, je triche, parce qu'il est en 4e position, alors que je l'ai déjà, parce que moi, je l'ai en version anglaise. Il est là, parce que comme un mec bien malin, j'ai acheté la petite trilogie à 25 € l'unité, 23 € l'unité, j'en avais pour 70 les 3, avec frais de port inclus, on a un peu négocié, auprès d'un Italien sur Vinted, j'étais tout fier de récupérer ça, bam, une semaine après, quand je le reçois, je découvre sur le Doom que Matago, enfin Colossal, la sphère Matago va le localiser en français pour la première boîte, qui est en fait la 3e, en mai, et les autres, ils ne savent pas encore, j'en ai discuté avec Auguste, ils ne savent pas s'ils vont mettre les 3 à quelques mois d'intervalle ou s'ils vont les faire une fois par an, etc. Donc moi, j'ai eu un tout petit peu plus cher que ce que ça va être en réalité, parce que ça sera, je crois, 22 € la boîte, là où moi j'ai payé 23. Ça sera en VF alors que je l'ai en VO. Je l'ai mis en 4e. Ah, je vous l'ai mis à l'envers surtout. Je l'ai mis en 4e parce que c'est un jeu où il va y avoir 4 cartes à chaque tour. Oui, je vous avais dit qu'il y avait des arguments totalement bidons, et aussi parce que du coup je peux vous en parler, puisque j'y ai déjà joué. Mais c'est le genre de jeu solo que j'aime beaucoup, parce que ça peut faire aimer le jeu solo à n'importe qui. C'est un jeu avec de la réflexion, avec de l'ambiance, parce qu'on va finalement là parcourir le laboratoire de Colus ou de Calux, et ce laboratoire finalement c'est une pioche pour arriver jusqu'au boss de fin et aller affronter cette immondice qui a été créée. Il faut réussir à traverser totalement la pioche. Donc il y a un petit peu de thème, il y a un peu de réflexion, il y a un peu de cartes, il y a un peu de dés, ça prend pas de place, c'est pas cher, c'est vraiment un jeu qui peut correspondre à tout le monde, et en plus, ce qui flash directement, c'est ça, regardez là.
tuc, tuc, tuc. Ouais, ça flash là, vous en avez plein les yeux, vous êtes ébloui. Vous avez dans chaque boîte, finalement, une boîte, c'est pour jouer de 1 à 2. C'est pas uniquement solo, mais clairement, c'est un jeu solo. Dans chaque boîte, vous avez 2 persos. Les 3 boîtes sont totalement compatibles, c'est le même gameplay, c'est juste d'autres contenus, d'autres héros qui vont permettre de jouer différemment, d'autres boss, hein, vous en avez un différent dans chaque boîte, avec du coup, c'est son deck de le well, le puits, qui est différent. Les cartes sont vraiment magnifiques. Alors le dos est plus joli que le devant, mais ça l'est quand même tout autant. Vous avez votre pioche qui est au milieu, enfin pas du tout, vous avez votre carte de boss qui est au milieu face cachée, qui va vous donner une contrainte pour la partie, et autour de ce boss caché, vous avez une carte. Vous en avez donc 4, et ces cartes, ça va être des défis, ça peut être des combats, ça peut être des pièges, etc. Et globalement, on va mettre une autre carte parce que celle-là, elle est cool. Cet obstacle-là, il y a un 8, ça veut dire qu'il va falloir avoir 8 points de succès pour réussir cet obstacle. Si vous réussissez, généralement, ça vous dit une flèche avec un 3 qui descend, bam, vous prenez les 3 premières cartes de la pioche, vous les dégagez bien loin, vous avez avancé dans votre puits. En fait, il faudra que je vérifie que well, c'est puits, hein, je crois, hein, mais comme ici, ça n'a pas du tout une tête de puits, c'est bizarre de descendre dans un puits, mais bref, dans votre donjon, quoi. Et si par contre, vous n'arrivez pas à passer l'obstacle, vous avez eh bien, un malus. Généralement, vous allez prendre des dégâts, mais ça peut être défausser des cartes, etc. Comment ça va se passer pour faire ça, eh bien vous avez des cartes en main, vous en avez 8 en début de partie. Si votre défi, là, celui-ci, il est vert, vous êtes obligé de jouer une carte verte ou une carte. Vous ne pouvez pas jouer de carte rouge, il faut respecter la couleur. Et sur cette carte, vous avez une valeur tout en haut, c'est un 3. Sur celle-là, il faut un 7. Si vous jouez cette carte-là, vous avez perdu. Bon, il peut y avoir des petits effets spéciaux sur la carte. Donc vous avez le droit de booster les cartes. En dessous des cartes, ici, vous avez une valeur de boost. Donc si je rajoute celle-ci, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Si je rajoute celle-ci, ça fait 6. Je peux booster que 2 fois. Bah 6 contre 7, j'ai toujours perdu. Bah non, parce qu'en fait, ce que vous allez être obligé de faire à chaque tour, c'est lancer ces 4 dés qui ont 2 faces de chaque couleur et un dé spécial qui est multicolore, qui est toutes les couleurs en fait, mais moitié réussite, moitié d'échec. Vous lancez vos dés et vous regardez, bah là j'ai fait 3 verts, donc 6 plus 3, 9. J'ai réussi. Si j'avais perdu, j'aurais pris un dégât sur cette carte, mais elle serait restée en place avec les points de succès. Donc finalement, plus je le réussis, plus je le teste plutôt, plus je le tente, plus c'est facile à valider. Un jeu qui en vrai est assez dur. Il y a des cartes qui vont s'améliorer les unes entre elles. Donc vous allez devoir essayer de les dépop assez rapidement avant d'avoir les autres cartes qui vont venir, mais il peut y avoir une autre carte qui est très intéressante à sortir maintenant parce qu'elle va vous donner un bonus permanent jusqu'à la fin, mais du coup vous allez la réussir et là bam, vous aurez la carte qui va comboter avec les autres, vous allez pleurer votre race. Et puis surtout la particularité, c'est que vous avez 8 cartes en main. Quand vous jouez une carte, vous ne piochez pas. Quand vous avez plus de cartes en main ou que vous n'avez aucune carte jouable ou que votre main elle est dégueulasse, vous allez devoir prendre une carte exhaustive, une carte fatigue. Cette carte-là, ça va être un malus permanent. Vous allez prendre un dégât supplémentaire à chaque fois que vous allez prendre un dégât. Vous prenez direct 3 dégâts et vous la remettez dans la pioche. Et donc finalement, vous allez devoir vraiment optimiser l'utilisation des cartes. Vous n'allez pas booster plein pot à chaque fois parce que vous allez être épuisé trop rapidement et vous n'irez jamais jusqu'au boss. Les boss en plus ont leurs petites particularités, il faut les battre d'une certaine manière, etc. Franchement, c'est un jeu qui est plaisant, c'est un jeu avec des règles très simples. C'est un jeu qui, avec une seule boîte, n'aura peut-être pas une rejouabilité démoniaque parce que vous aurez vite fait le tour de votre deck, de la manière de jouer, et vite fait le tour des cartes que vous allez rencontrer. Mais en vrai, c'est un jeu à 20 balles. Un jeu à 20 balles, on ne lui demande pas forcément d'en jouer 100 parties. Vous allez galérer à gagner, etc. Vous avez 2 persos qui permettent d'appréhender le jeu un peu de manière différente. Et puis, quand vous avez fait le tour de celle-ci, vous rachetez notre boîte. C'est plutôt malin de ne pas avoir mis les 3 boîtes en même temps parce que dans une seule boîte, ça ferait un jeu un peu cher. Et là, au moins, vous pouvez tester est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Mais moi, je trouve ça plutôt malin. Et moi, je trouve que c'est clairement une belle sortie solo pour les joueurs solo. Ouais. Allez, avant de faire le top 3, on va se faire 3 petits bonus, 3 petits bonbons qui ne se jouent pas en solo. Mais en fait, j'ai fait que 2 jeux en solo pendant ce fige, hein, Tales of Nine et le top 2. Et finalement, j'ai surtout joué à 2. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont reconnu. Hein. Vous avez été sûrement une quarantaine dans le festival, que ce soit des auteurs de jeux, des éditeurs, mais bien sûr, vous, les viewers, les regardeurs, les pervers, les gens qui regardent là en permanence comme ça. Là, et ben vous, je vous ai vu, vous m'avez vu surtout. Merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Hein. Et puis, j'ai pu jouer avec plusieurs d'entre vous, notamment Jude, avec qui j'ai passé tout l'après-midi. Et donc, on a fait pas mal de jeux à 2. Et j'ai découvert 3 jeux franchement sympas. Un
deux dont on a beaucoup parlé et l'un autre dont à mon avis personne n'a parlé. Le premier c'est Toy Battle, ça sort chez Repoprod. D'ailleurs je pense que ça a dû sortir là parce qu'en ce moment je vois plein de vidéos en parler, donc je pense qu'ils ont dû balancer des copies presque à droite à gauche. Toy Battle, c'est un jeu franchement qui va faire du bruit. Ça ressemble au design de Clash of Clans ou les trucs comme ça. On a un petit plateau, le but c'est d'aller réussir à avoir des pions qui rejoignent notre château au château adverse et bam, mettre le dernier dans le château, on l'a capturé. Forcément l'adversaire va faire pareil et le plateau est suffisamment petit pour qu'à un moment on se rentre dedans. Comment vous jouez? Vous avez sur votre petit chevalet 4 tuiles avec des valeurs et des pouvoirs. Forcément plus la valeur est faible, plus le pouvoir est fort et vice versa. Donc vous commencez, vous mettez le petit squelette à 1 avec qui vous permet de repiocher 2 tuiles, lui il fait un truc, vous faites un truc, vous vous rejoignez. Et là, il vous bloque le chemin. Alors, vous pouvez essayer de l'esquiver, mais globalement, vous allez aller à la confrontation. Lui, il a un 2 posé. Et tout simplement, si vous avez plus que 2, un 3, un 4, un 5, vous mettez dessus, vous l'avez écrasé, et lui, il ne pourra plus continuer son chemin tant qu'il n'aura pas une ligne continue de son château jusqu'à la pièce où il veut mettre. Donc il va devoir essayer de soit passer ailleurs, soit vous recouvrir. Vous avez mis un 3, il peut mettre un 4, un 5, un 6 et un 7. Si il les vénère et qu'il a de la chance, bam, il met son T-Rex à 7. Le T-Rex n'a pas de pouvoir à part que c'est du 7, quoi. Il va falloir le déloger, ça va être compliqué. Mais le 7 est délogeable par une seule tuile, le pingouin, le canard, le petit canard qu'on met dans le bain, qui lui se fait écraser par tout le monde, le canard, mais il écrase tout le monde. Donc vous avez toujours possibilité de recouvrir, etc. Le plateau est court, et on peut avoir des combos assez déments avec le petit soldat qui permet de rejouer une fois. Si vous rejouez un soldat, vous rejouez une fois. Chaque tuile, vous les avez en 2 exemplaires, pas plus, ou 3, 2, je sais plus, non 2. Et finalement, ça va être tendu, ça va aller d'un côté de l'autre, Et c'est des parties qui durent 10 minutes, mais franchement c'est mémorable. Les règles sont ultra simples et il y a une belle sensation. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un jeu que je m'achèterais. Et pour jouer avec ma compagne, même si je suis pas sûr, elle aime pas trop la confrontation directe comme ça, mais c'est un jeu suffisamment mignon et rapide et pas trop frustrant pour que finalement je pense qu'elle puisse prendre du plaisir. L'autre petite chose aussi, je pense qu'on a pas mal parlé. Je pensais qu'il y aurait plein de photos sur internet. Non, j'ai trouvé une photo sur un blog et même sur le Facebook de Scorpion Masqué, il n'y a pas de photo. Donc apparemment le jeu est vraiment en prototype. Pourtant ça avait l'air d'être assez bien fini. Il est prévu pour le mois de septembre. C'est Tag Team, un jeu un peu à la manière d'un Dice Throne, où on est dans la confrontation en 1 contre 1, il y a peut-être un 2 contre 2, on va choisir nos persos, on va par contre avoir 2 persos forcément, qu'on va tirer soit aléatoirement, soit qu'on va choisir pour leur potentielle synergie, et ça va être un auto-battleur, c'est-à-dire que au départ vous avez 2 persos, la marchande, je ne sais pas comment elle s'appelle, et la Valkyrie, ils ont chacun leur carte spéciale, vous en mettez une au-dessus de l'autre, peu importe, vous choisissez, vous placez votre paquet, vous révélez la première, l'adversaire va faire exactement pareil. Et du coup, vous allez appliquer l'effet de cette carte, qui va peut-être avoir un effet sur votre plateau, ou attaquer directement quel personnage est 2, celui de la carte qui est révélée. Et l'adversaire va faire pareil, on fait ça en même temps. Puis après, on révèle la deuxième carte. On a fini notre deck, on va passer à une phase où on va piocher 3 cartes de notre deck, on va choisir quelle carte on va prendre, les autres on va les défausser, et cette carte-là, on n'aura pas le droit de changer l'ordre de notre deck. Mais cette nouvelle carte, on peut la mettre devant, entre les deux et derrière. Et ensuite, pareil, bam, bam, bam. Vous repiochez 3 cartes, toujours ce deck, vous ne changez pas l'ordre, mais la nouvelle, vous l'intercalez où vous voulez. Et ça, c'est très malin, parce que vous avez 2 manières de faire ça, 2 raisons de faire ça. C'est que vous allez faire en sorte que ces cartes-là, elles vont synergiser pour que ça combote bien. Parce que, par exemple, lui, il fait autant de dégâts s'il a autant de tokens sur lui. Donc peut-être que vous allez avoir plusieurs cartes avant pour rajouter des tokens, bam, attaque puissante. Et puis, vous avez aussi comment vous gagnez quand vous tuez un des 2 adversaires. Pas les 2. Dès que le premier est arrivé à 0, vous gagnez. Donc vous allez faire en sorte de focus un mec, de lui mettre cher, mais lui aussi. Et donc peut-être que là, sur ce tour-ci, vous avez pris cher parce que son combo était bien et que le moment où lui il jouait sa carte grosse puissance, c'était contre votre personnage un peu faiblard, vous allez essayer de mettre votre nouvelle carte à un endroit pour casser son combo, pour que sa cible majoritaire, ça soit plus le mec qui est faiblard, mais celui qui a encore toute sa vie. Bien sûr que lui aussi, il va essayer de contrer, de réfléchir à ce que vous faites, etc. Donc il reste toujours un peu d'aléa, mais il y a cette réflexion de l'auto-battleur, de je synergise et j'essaie de contrer l'adversaire. J'ai trouvé ça très malin tout en étant très accessible.
Et on a pu tester que 4 persos, hein. Et dans la boîte, il y en aura, je crois, une douzaine, un truc comme ça, pour une boîte qui va être à 20 balles, 22, 25. Enfin, ça va vraiment être pas cher, j'ai l'impression. Il n'y a pas de solo. Ça se joue très facilement en solo, en se disant, bah, lui, vous lui mettez sa carte n'importe où, bah les couilles. Mais en vrai, vous aurez la partie, vous synergisez vos cartes, mais ça va être beaucoup trop facile de le contrer finalement. Et lui, il n'aura jamais cette partie de comment vous contrez vous, hein, parce que lui, ça sera un petit peu de l'aléatoire. Donc, on va perdre une partie du fun, mais en vrai, je pense que ça permet d'avoir des bonnes sensations quand même, et éventuellement d'apprendre à jouer. Allez, ce dernier jeu qui ne se joue pas en solo que j'ai pu jouer, c'est un jeu qui va être totalement clivant, c'est un TCG. L'un des TCG les plus dégueulasses auxquels j'ai pu jouer, mais dégueulasse dans le genre, c'est pas vendeur d'un point de vue collectionneur. Alors, on n'est pas sur du Lorcana, loin du tout, mais par contre au niveau du gameplay, j'ai adoré ça, c'est Hera. C'est, alors pas les chanteurs, hein, pas le groupe, mais Hera comme une ère, et ça va être un jeu de foot. Hein, il y avait dans le fiche une grosse image de Paoletta en feu et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel et pourquoi il y a Paoletta? On n'est pas sur du FIFA ou des trucs comme ça. Et puis il y a un TCG. Je me dis, j'ai pas le temps. Pas le temps pour ces conneries, même si j'adore le foot. Et puis là, je repense à Discord et 4, si jamais il passe par là, qui dit oui. Il y a Rofelos qui fait partie de la chaîne Les Joueurs du Dimanche, hein, l'acolyte de Maxildan, qui est un gros joueur de Magic, Lorcana, etc., qui sort son TCG, mais le thème il est pas fou. Et là je repense à ça, je dis mais putain, c'est un TCG le truc de foot. Le lendemain j'avais un temps, j'y suis allé, j'ai joué contre Rofelos qui m'a expliqué le jeu, je l'ai battu. Bon, il a été gentil avec moi, hein, forcément, le but c'est que je m'amuse, que je prenne plaisir sur le jeu, que je le comprenne, donc il m'a rappelé des trucs, etc. Mais bon, petite satisfaction. Et en vrai, c'est un jeu de foot. Les images sont dégueulasses. Je sais pas comment on peut acheter ça à collectionner. Parce que bas les couilles d'avoir Oliver, d'avoir Papin, etc. sur des cartes. En plus, la plupart, ils ont récupéré quelques licences de vieux mecs qui sont en train de mourir. Mais les cartes, sinon, la plupart, c'est un ballon, un pied, un joueur lambda. En vrai, c'est pas vendeur. Je suis pas du tout sûr que ça puisse marcher en jeu de cartes à collectionner. Mais par contre, en jeu de cartes tout court, il y a plusieurs types d'équipes. Moi, j'ai pris un tech plutôt aggro parce que j'avais pas le temps de niaiser. J'avais que 20 minutes avant d'avoir rendez-vous. Et on va voir un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. On va avoir notre main de carte, on va avoir une première phase où on peut améliorer, se rajouter un entraîneur ou des trucs comme ça. On va pouvoir améliorer nos joueurs. Un niveau 1 peut passer au niveau 2 si j'ai un niveau 2 dans la main. Et même si j'en ai pas, on va pouvoir mettre une carte en dessous pour lui donner un deuxième niveau. Alors il ne gagnera pas de bonus fictif, mais il sera quand même un peu plus fort, ce qui peut avoir un impact, ce qui peut changer sa couleur pour certains combos, parce que forcément nos joueurs vont avoir des effets qui vont aller aussi en synergie. Et après on passe à la phase de jeu, on va incliner nos cartes pour faire des passes. Faire une passe, la valeur est indiquée sur notre joueur, peut-être une passe de 1, 2, 3 en fonction de sa puissance. Et dès qu'on est arrivé sur le compteur de 4, en fait on augmente notre future puissance de tir. Donc on prend une carte de notre deck qu'on met face cachée. Et puis on fait comme ça toutes nos passes, bam bam bam, et on peut décider si on veut de déclencher un tir avec un personnage qui peut tirer. Si je déclenche mon tir, j'ai la puissance du tir sur le perso, et puis je vais retourner les cartes tir que j'ai mis petit à petit. Je regarde la valeur, peut-être que la première c'est une valeur de plus 2, la deuxième c'est une valeur de plus 1, et je décide quand est-ce que je considère que mon tir est suffisamment fort. Je ne suis pas obligé de révéler toutes les cartes de mon compteur de puissance. Par contre, quand j'arrête, je dis ok, j'ai une puissance de tir de 6, à toi. Est-ce que lui, il va défendre? Est-ce que son gardien a suffisamment de possibilités? Il peut booster son gardien en défaussant des cartes de sa main, mais s'il défausse des cartes de sa main, forcément, il va être moins bon après, donc à lui de voir s'il vide sa main pour contrer mon tir, ou s'il me laisse dire, ok, vas-y, prends ton but, mais moi, comme ça, après, je vais pouvoir enchaîner. On a vraiment une vraie sensation de combo, comment bien, tac, 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 mettre dans le bon sens pour augmenter son compteur de tir, et puis on a vraiment l'impression d'être Olivier Tom. Wow, on charge le pied comme ça pendant 1 heure, et on met la patate. Franchement, j'ai testé qu'un deck aggro, j'ai pas testé le deck contrôle, patati patata. Je suis pas du tout convaincu par le côté vendeur du jeu de cartes à collectionner, mais je suis convaincu par le gameplay et par le fait que j'ai une vraie sensation de foot. Ça va être très clivant, très niche, mais j'ai vraiment aimé ma partie, j'ai passé un très bon moment. Si j'avais pu, j'aurais demandé de jouer un deuxième deck, mais bon, j'avais un rendez-vous. Allez, on va arrêter de déconner, on va retourner sur du solo, il nous en reste 3, il nous reste le podium. En plus, il faut que j'aille faire le montage, et là, la vidéo dure déjà plus longtemps que la vidéo d'hier, donc vous avez la version Enhance, vous avez cliqué sur sur la petite pub, voulez-vous agrandir cette vidéo, vous avez cliqué sur lui, vous êtes fait ficher votre carte bleue, mais vous en avez un petit peu plus, et en ce moment, je suis déjà aux Bahamas.
Sur le podium, on a un jeu qui est le seul jeu qui me résiste de cette fameuse vidéo sur mes Graals. J'avais fait une vidéo où il y avait 6 Graals que je cherchais et j'en ai récupéré 4 des 6. Donc en fait, il en reste 2, il en manque 2. Mais l'autre, je pourrais le récupérer, c'est juste qu'il est trop cher. Enfin bref, vous comprenez. Je suis généraliste, hein, pas radiologue. Je ne touche pas non plus 10 000 € par mois. Bref, vous avez été nombreux sur cette vidéo à me dire bah, moi je te vends le mien, j'y joue pas, ou il y a ce jeu-là dans ma boutique, eh bien je vais te le chercher, je te l'envoie. Il y a 2 jeux qui restent sur cette vidéo des Graals que j'aimerais posséder. C'est le Unmatched Buffy. Pardon, pas le bon doigt, le Unmatched Buffy, et c'est celui-là qui est trop cher, 60 balles, même plus d'ailleurs, c'est plus que 60 balles, hein, clairement plus, pour du Unmatched Buffy, oui non, plus que 60, la flemme quoi, tant pis. L'autre jeu qui me manquait, et que je n'ai pas acheté parce qu'en fait je savais qu'il allait sortir chez Yellow, qu'il allait être localisé, c'est Ascension Tactics, The Miniature Deck Building, mais en version retail ça va plutôt être The Standy Deck Building, donc ça sera beaucoup moins joli mais aussi beaucoup moins cher. Et bah, c'est Ascension, vous savez ce deck building, vous savez que moi le deck building c'est mon genre de jeu préféré, et bah là on va avoir un jeu tactique. Moi j'ai tellement de deck building, hein, j'ai une bibliothèque deck building avec 1, 2, 3, 4, j'ai 16 cases de Kallax remplies de deck building, c'est mon genre de jeu préféré, mais maintenant quand je joue un deck building je veux un truc nouveau, Baseball Highlights, Horde de Veil Tactics, les Sœurs de l'Alliance, bref, bah là ça va vous proposer un jeu tactique, un jeu où vous allez déplacer vos standees pour essayer d'aller capture the flag, récupérer le drapeau, tenir la colline un certain nombre de tours. Forcément vous allez avoir soit du duel 1 versus 1, soit vous allez avoir un mode campagne, des escarmouches en solo, etc. J'ai jamais joué au jeu, mais ça me semble suffisamment différent des deck building classiques pour avoir envie d'y jouer. J'en sais finalement assez peu, il était juste annoncé par Yellow, il n'était pas jouable ou quoi que ce soit. Moi j'attends clairement cette boîte, c'est une de mes grosses attentes de cette année, il est en top 3. En deuxième, un jeu qui va être en financement participatif. Ça aussi c'était un de mes objectifs pendant la CAN, c'était un jeu auquel je voulais jouer. Puis d'ailleurs on m'avait dit ouais Zogma, va me faire un petit compte rendu, va te renseigner, etc. Et j'y suis allé 2 fois, j'ai joué 2 fois à ce jeu, j'y suis allé une fois en solo et puis le lendemain je l'ai présenté à un abonné parce qu'il y avait de la place et que c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt cool. Ça va ressembler de près ou même plutôt de loin à un Dead Cell, c'est parce que on aura un univers. On va se déplacer sur ce petit plateau et en fonction de l'endroit où on se déplace, bam, on récupère de la vie, bam, on récupère une nouvelle carte pour notre phase un peu de création de deck, bam, et ça va être surtout ce bam qu'on va le faire le plus de fois, bam, on se fait un petit combat. Ça s'appelle Shifters, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Shifters, ça va être fait par la boîte de jeu. Vous avez finalement votre deck, qui est votre équipe de shifter, qui va vous accompagner tout au long des différents niveaux. Le but, ça va être de réussir à aller jusqu'au dernier boss avec un certain nombre de tentatives, un certain nombre de points de vie. Donc finalement, ça va être un Dead Cells, plus Dead Cells que Dead Cells, parce qu'il va y avoir moins cette sensation de farm, etc., mais d'amélioration pendant la partie et d'aller de plus en plus loin. Bref, et la particularité, c'est que sur ces cartes, à chaque tour, quand vous êtes dans un combat, vous les placez sur votre plateau, vous pouvez placer, je crois, 3 ou 4 cartes, vous pouvez la mettre au même endroit sur la zone de jeu, c'est pas une zone, un point, la zone 2 qu'un mec, la zone 1 qu'un mec, non, vous en mettez autant que vous voulez. Vous les placez et ensuite vous shiftez, c'est-à-dire qu'ils vont petit à petit sortir de ce niveau pour passer par le portail temporel à la fin. Et hop, quand vous avez fait le déplacement, vous regardez les icônes qui sont sur cette carte, ça peut être de la vie, des dégâts, de l'énergie élémentaire, etc. Et vous regardez sur votre zone de jeu si ça correspond à une icône qui est sur ce plateau. Si ça fait matcher dégâts et dégâts, bam, vous allez pouvoir faire des dégâts aux ennemis. Une fois que vous avez fait ça, s'il y a des cartes qui sont sorties de la zone de jeu, qui ont pris le portail de sortie, s'il y a plusieurs cartes, vous en prenez une seule et vous ne regardez plus les icônes, mais vous faites le gros effet qui est ici, qui est assez puissant. Et donc, à vous de gérer comment disposer vos cartes pour que ça matche au niveau des icônes, que celles avec des effets que vous allez avoir besoin rapidement, qu'elles sortent assez rapidement, mais qu'il n'y ait pas 2 cartes trop puissantes qui sortent en même temps, parce que du coup, vous pourrez choisir qu'un seul effet. Ces cartes-là, vous ne les récupérerez pas tout de suite, vous les récupérez que quand il y a un de vos bonhommes, un mec bien spécial qui sortira lui aussi, qui vous permettra de récupérer toute votre main. Donc, il y a une sensation, il y a un deck building, parce que quand vous tuez des ennemis, soit vous récupérez de la vie, soit vous récupérez tel truc, mais il y a souvent une phase d'amélioration. Vous allez améliorer votre deck, vous allez essayer de vous spécialiser, et vous allez gérer un peu votre main et comment vous faites votre petit tableau. Ça,
au fur et à mesure, vous allez progresser dans les niveaux. Je n'ai aucune idée, je n'ai fait que 2 fois le premier scénario. Le deuxième était accessible, mais il y avait du monde à chaque fois qui voulait jouer, etc. Donc on laisse un peu les autres tester. Hein. C'est déjà bien que j'ai monopolisé 2 fois la table. Ça joue très bien en solo, ça se joue très bien à 2. J'aime bien l'univers qui me fait clairement penser... La boîte, hein, le mec sur la boîte, je ne sais pas comment il s'appelle, mais pour moi c'est carrément le Général Zod dans Superman, hein, je vous mettrai une photo, c'est le même mec. Je ne sais pas à quel point ça se renouvelle, à quel point il y a des possibilités de deck building différents, à quel point les boss sont différents, à quel point vous avez des interconnexions entre les scènes, je ne sais pas, mais ce que j'ai vu de la démo m'a plutôt hypé. A noter hein, que j'ai contacté l'éditeur pour lui dire que j'étais vachement hypé par le jeu et que si jamais il voulait, pour la campagne de financement, m'envoyer une boîte, et ben j'en ferai une partie avec plaisir et que je donnerai un avis après avoir pu poncer les différents niveaux. Il m'a dit qu'ils avaient que très peu de boîtes et donc j'imagine que ça sera envoyé à des mecs bien plus connus que moi. Donc on n'en parlera pas lors de la campagne, mais clairement, je vous invite à y jeter un œil quand ça sortira là sur, je sais pas si c'est Ulule ou Gamefound ou je sais pas quoi, en mars, en avril ou en mai. Et le top 1, le jeu que j'attends le plus cette année, c'est probablement le jeu qui a le plus fait parler de lui. Enfin, j'ai regardé peu de vidéos de Cannes parce que j'y étais, donc j'ai pas trop besoin d'aller voir ce qu'il y avait à Cannes. Mais à chaque fois que j'ai regardé des vidéos, il était cité et assez haut. Il s'agit de Eternal Dex. La première fois que j'ai entendu parler de ce jeu, c'était sur la chaîne des Ludovores, qui en avait parlé parce que c'était un jeu japonais au départ. D'ailleurs, Xavier, le petit roublard des surfaces, eh bien, a sorti une vidéo sur le mode solo, parce que lui, il l'a au Japon, hein, depuis perpète. Il profite de la hype pour faire une vidéo. Je ne l'ai pas encore regardé, parce que dans ma liste à regarder plus tard, j'ai 3 semaines de retard, donc on n'est pas prêt de voir Eternal Dex en solo. Moi, j'y ai joué en multijoueur. Si ça vous intéresse, allez voir sa vidéo. Eternal Dex, c'est carrément le genre de jeu de ma compagne. Son jeu préféré, c'est The Game. C'est un jeu où vous avez vos cartes en main, vous devez faire des trucs, vous n'avez pas le droit de parler. Moi, ça m'arrange de ne pas l'entendre parler. Mais là, c'est pas pour le plaisir, c'est le jeu, c'est sérieux. On va jouer nos cartes. Le but, c'est d'aller réveiller, d'aller apaiser tous les éternels. Comment on fait ça? Eh bien, on va avoir 3 lignes pour jouer des cartes. Plusieurs scénarios avec plusieurs critères, mais le scénario de base, vous avez une ligne, vous faites ce que vous voulez. La deuxième ligne, il faut mettre des cartes croissantes, et la troisième ligne, des cartes décroissantes. Sauf qu'en fait, vous ne faites pas ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas le droit de jouer 2 cartes de la même couleur côte à côte, et vous n'avez pas le droit de jouer 2 cartes de même valeur côte à côte. Les cartes vont de 1 à 9, et il y a 4 couleurs différentes. 4 ? Ouais, 4. Quand vous avez rempli totalement une ligne, vous allez réveiller l'éternel. Et en fait, vous allez récupérer son deck. Mais vous, celui qui avait mis la dernière carte qui termine la ligne. Et donc, si vous faites ça plusieurs fois, vous récupérez tous les decks et vous êtes fait totalement avoir parce que vous avez toutes les cartes du jeu et votre collègue, lui, il n'a plus de cartes dans ses mains. Dans ce jeu, on ne repioche que des cartes de son deck. Quand son deck est terminé, on ne récupère pas notre défausse. Donc il faut faire en sorte, alors qu'on n'a pas le droit de parler, de poser les bonnes cartes pour ne pas coincer l'autre, pour ne pas qu'il nous coince ou que nous on se coince tout seul, pour qu'on puisse récupérer de manière cohérente des cartes, pour qu'on ait toujours à jouer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et même si on n'a pas le droit de se parler, qu'on n'a pas le droit de dire quelle carte on peut montrer nos autres cartes. Et pourquoi ça a un impact? Parce que quand j'ai réveillé le petit Gus qui est là, que je le pose là-bas, sur sa carte, je sais quelles sont les couleurs dans son deck, et je sais quelles sont les valeurs dans son deck. Donc je sais que peut-être que lui, il a plus du bleu et des valeurs plutôt faibles, inférieures à 5, donc moi je vais jouer en conséquence. Bien sûr, je ne sais pas exactement celle qu'il a dans la main, parce qu'à chaque fois, il repioche une carte quand il en joue une, et il en a 3 max en main. Donc je ne sais pas ce qu'il a, mais je sais à peu près ce qu'il a. Et donc ça va être un jeu, voilà, il va falloir essayer de coopérer sans se parler pour réussir les défis. Le premier niveau est déjà tendu, mais avec des règles simples. Il y a plein d'autres niveaux, plein d'autres scénarios qui vous demandent des choses encore plus tendues. Pour la petite anecdote, j'ai joué avec Mathieu de Ludovox. On a perdu, il était pas vénère, hein, ça s'est bien passé, mais il était vraiment à fond dedans. Déjà avant même de jouer au jeu, on voyait qu'il était motivé, qu'il avait envie d'y jouer, que c'était son genre de jeu, et pendant le jeu il était à fond dedans, et malheureusement moi je suis pas forcément très fort à ce genre de jeu, et puis à un moment j'avais une main où moi je savais ce que je voulais en faire, je me disais que c'était dommage de gâcher mes jokers maintenant, parce qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux, et il y a moyen de se filer des cartes, et lui il me filait, enfin 3 fois dans le parler, lui il me filait des cartes, on dit, ouais, enfin il essayait de me transmettre un message, mais moi je savais que son message je pouvais pas en faire grand chose, du coup je jouais les cartes qu'il me filait, je les jouais connement, je le voyais qu'il me disait mais qu'est-ce qu'il est nul ce mec, pourquoi il me fait ça?
Et j'étais désespéré avec ma main et on n'avait pas le droit de se le dire, etc. Et du coup, toute la fin de partie, j'étais en train de me dire, il me prend pour une grosse merde, j'avais envie de pleurer. Bon, après, j'ai pu l'expliquer pourquoi, mais du coup, il était un peu deg d'avoir perdu. Bon, bah, moi aussi, mais clairement, je savais, bref. Mais ça m'a fait un peu rire, mais du coup, je me suis senti un petit peu mal à l'aise. Je me suis dit, ok. Et il va rentrer chez lui en disant, j'ai joué avec un mec, qu'est-ce qu'il était nul, putain. Ça va, je l'ai bâti sur un autre jeu. Donc, on a remis les pendules à l'heure. Il dira juste en rentrant, ouais, j'ai joué avec un mec. Ce qui est pas mal. Bref, je sais pas comment ça se joue en solo, je pense qu'on perdra un petit peu parce qu'il y aura plus cette communication cachée, on aura toutes les règles, tous les trucs en main, mais du coup, j'ai trouvé ça franchement très sympa. Voilà, c'est tout pour ce top 10 plus 3 bonus. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Merci encore à toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous ceux qui n'ont pas osé me dire bonjour, mais qui m'ont regardé dans leurs yeux en me disant je sais quitter, et que moi je suis passé en me disant pourquoi ils me regardent. Merci, c'était franchement cool, hein. Je suis revenu avec plein d'amour de tout ça, etc. Moi qui suis un petit peu timide, etc. Souvent vous m'avez mis à l'aise. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos attentes de ce fiche, que vous y étiez ou que vous avez vu des vidéos avec des trucs qui vous intéressent pas mal, hein. J'ai vu beaucoup de choses mais j'ai forcément pas tout vu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.